Pascal, je suis ravie de t'accueillir dans le cadre de Papote Café. Nous nous connaissons depuis très longtemps. Nous étions il y a 30 ans collègues dans l'enseignement et je me rappelle que nous nous retrouvions à la récréation de 10 heures devant la machine à café. Et quelques années après, tu as souhaité voler de tes propres ailes et tu as eu raison puisque tu as créé ta propre start-up orientée en direction de l'intelligence artificielle, ce qui était un peu précurseur. Et aujourd'hui, 30 ans après, tu es devant moi à nouveau et tu es devenu le président du MEDEF de la Nièvre. Alors, je trouve que finalement, cet entretien d'aujourd'hui, ça a un petit côté émouvant, tu ne trouves pas ? Oui, très certainement. Et puis 30 ans déjà, c'est comme si c'était hier pour moi. C'est comme si je sortais du travail et que je te retrouvais chez toi pour un petit apéro. Sauf que là, c'est pour un café. Voilà, et donc je suis très heureux de pouvoir te retrouver. Alors, je me sers un petit bout de café pour tenir l'entretien. J'ai une question un peu rituelle, commune à tout le monde. Quel a été ton parcours? Mais là, tu vas peut-être nous donner des renseignements sur ces fameuses 3 étapes qui vont identifier, je dirais, ton cheminement professionnel. Oui, il y a 3 étapes structurantes dans mon parcours. La première étape, c'est celle que tu viens d'évoquer, à l'Espérance, lorsque j'étais jeune et beau, il y a 30 ans. Et je suis rentré à l'Espérance au centre de formation pour piloter les activités opérationnelles du centre de formation, recruter des enseignants, recruter des élèves également. Puis j'ai pu avoir l'occasion d'être formateur au sein de cet établissement. Sous l'impulsion de Bernard Ressort, qui a été un chef d'établissement intéressant que nous avons beaucoup aimé et regretté. Alors je pense qu'on peut rendre un grand hommage à Bernard Ressort et Anne-Marie Ressort, qui m'ont un peu structuré. Moi qui étais un tout petit peu déstructuré, évidemment je commençais ma carrière professionnelle et ouais, je leur rends un hommage particulier. J'ai beaucoup appris avec eux, notamment sur le volet management, sur le volet humain, et puis avec une dimension philosophique très forte chez les deux. Voilà, ça m'a emmené sur les chemins de la sérénité à travers un parcours un peu on va dire stoïcien, mais bon, j'arrêterai là le développement. Il fallait quand même un peu de dynamisme et de confiance en soi pour lancer une start-up à cette époque, et surtout au niveau de l'intelligence artificielle. Alors, tout à fait, mais je pense que si j'avais su ce qui m'attendait, je ne l'aurais pas fait. Donc comme j'étais jeune et insouciant, j'ai lancé ma start-up en 2000, et je l'ai lancé sur les bases de mon expérience à l'expérience et de mon expérience en tant que formateur. Donc j'avais remarqué que les élèves avaient des capacités attentionnelles assez limitées et qu'ils n'avaient pas tous les mêmes capacités attentionnelles et qu'il fallait un enseignement personnalisé, individualisé en fonction des individus et aussi en fonction de l'horaire auquel on s'adressait à eux. Et c'est là où m'est venue l'idée de faire ma doublure numérique, de faire mon jumeau numérique. Et pour faire ça, il y a des technologies qui existaient sur le marché. J'ai mis en œuvre ces technologies, c'est des technologies qu'on appelait Microsoft Agent, et ça donnait l'opportunité de créer sa doublure numérique en chair et en os, une représentation de son soi à travers un avatar qui était capable de diffuser du contenu pédagogique. Un seul Pascal ne suffisait pas, il en fallait 2. Tout à fait, Isabelle. Et puis, j'ose dire également que on dit souvent que l'intelligence artificielle rend les élèves fainéants. Je peux indiquer également qu'à mon époque, je m'étais dit ça va me créer un petit tuteur, un petit double qui va faire une partie de mon boulot à ma place. Et je suis convaincu que le travail aujourd'hui à travers les nouvelles générations, c'est plus une valeur en soi, c'est un moyen. Et moi, à cette époque, quand j'étais jeune, le travail, pour moi, c'était un moyen d'accéder à mes rêves, donc de gagner de l'argent, de m'épanouir personnellement, mais ce n'était pas l'alpha et l'oméga de ma vie.
Alors aujourd'hui, tu es toujours PDG de Davy, hein, tu conçois des agents conversationnels, des chatbots, c'est-à-dire que lorsque je reçois sur mon téléphone des coups de fil de jeunes femmes très sympas qui me demandent comment je vais et qui souhaitent me vendre des panneaux solaires, ce sont des créatures que tu as conçues. Oui, alors cette technologie, c'est à peu près la même que nous développons chez Davy. Notre technologie s'appelle rhétorique.ai, rhétorique en hommage pardon, à la rhétorique, deux sortes de rhétorique, hein, la rhétorique grecque et la rhétorique romaine. Pour ma part, je suis plus adepte de la rhétorique grecque, mais là n'est pas le sujet. Nous, notre intelligence artificielle, elle n'est pas là pour te fourguer des panneaux solaires, elle n'est pas là pour te fourguer un nouvel abonnement EDF. Nous, on veut faire de l'IA qui soit utile à l'humanité. Et pour faire de l'IA utile à l'humanité, on a choisi plusieurs domaines d'activité, l'enseignement, la formation, le handicap, et on a choisi également de soulager certaines fonctions support dans l'entreprise. Concrètement, sur les usages, ça s'illustre par aujourd'hui un logiciel qui permet de reproduire la langue des signes et qui permet à n'importe quel individu de parler avec quelqu'un qui est sourd et muet. C'est un traducteur pour la langue des signes. Alors l'intelligence artificielle fascine, mais fait peur à beaucoup de gens. Est-ce que tu peux nous rassurer et nous dire comment ça va se concrétiser, je dirais, dans les 20 ans qui viennent? Alors, rassurer quelqu'un qui a peur de l'intelligence artificielle, c'est peut-être un combat perdu d'avance, mais si je peux tenter à minima, je vais le faire. Comment on peut rassurer? Le maillon faible, c'est l'humain à chaque fois. À chaque innovation génère ses peurs. On l'a vu pour le nucléaire. Le nucléaire, c'est fantastique quand on fait par exemple de l'imagerie à résonance magnétique nucléaire. Ça permet de détecter des entorses, ça permet de faire n'importe quelle typologie d'imagerie et c'est bénéfique pour au niveau de la médecine, au niveau de la radiologie, au niveau de la chirurgie. Tout à fait. L'intelligence artificielle, c'est génial dans le domaine de la santé parce que aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de dermatos présents sur nos territoires et une intelligence artificielle aujourd'hui, elle est capable de détecter un cancer de la peau beaucoup plus rapidement qu'un médecin, mais le médecin reste encore utile pour te donner tout le parcours de soins après, et puis lui, ça lui ménage du temps pour être plus proche de ses patients. Donc c'est une fantastique opportunité dans certains domaines, et évidemment, son pendant, c'est quand c'est exploité dans d'autres domaines, comme le domaine militaire, c'est super pour faire de la prévention, mais si à un moment on est obligé de passer à l'attaque, évidemment, là, on va voir l'intelligence artificielle. Autrement, on vient de fêter, malheureusement, les 80 ans, il me semble, d'Hiroshima hier. C'est un exemple qui illustre de l'usage de l'arme atomique qui est effrayant. Et on ne peut pas revendiquer l'inverse. Demain, il y aura des systèmes militaires qui seront pilotés par l'intelligence artificielle et qui peut-être échapperont au contrôle de l'homme. Et là, effectivement, on peut être effrayé. Depuis quelque temps, tu as été élu président du MEDEF de la Nièvre. Quand je connais ta personnalité, tu concilies à la fois le sérieux mais aussi beaucoup la décontraction. Donc tu casses un peu les codes du MEDEF officiel, de l'image que les gens ont du MEDEF. Et est-ce que cette image, un petit peu décomplexée, va permettre peut-être d'avoir de nouveaux adhérents, de jeunes chefs d'entreprise qui n'osaient pas adhérer au MEDEF parce qu'il a souvent une connotation un peu péjorative, on l'associe au grand patronat, au capitalisme débridé, et ce n'est pas cela du tout localement. Donc toi, comment comptes-tu, je dirais, vivre ton mandat et accompagner les entreprises? Tout à fait, cette image décontractée, c'est moi, je la revendique, c'est ma nature. Je suis comme ça, je ne vais pas me créer une nouvelle nature parce que je suis devenu président du MEDEF et du jour au lendemain changer de personnalité. Ça, c'est hors de question. Les personnes qui me connaissent et qui m'ont élu à ce poste, je pense qu'elles l'ont fait en pleine conscience.
le patronat change au fur et à mesure du temps. Il a changé considérablement au cours des 2 derniers siècles. Aujourd'hui, la relation à notre environnement, à notre écosystème varie vraiment énormément dans notre relation avec les salariés, dans notre relation avec notre écosystème, que ce soit nos clients, nos fournisseurs. On est dans un monde, il est vrai, un petit peu plus décontracté, mais qui dit décontracté ne dit pas manque de sérieux. Donc je pense qu'on peut être vraiment sérieux sans se prendre au sérieux, bien évidemment, et en étant souple, en étant à l'écoute, en étant dans l'échange, sans délivrer de vérité, parce que je pense qu'on est à une époque où on a besoin de faire société. Faire société, ça veut dire dans une société, et c'est là où ça commence le faire société, d'être à l'écoute, d'être dans l'échange et se comprendre au maximum. Voilà, ça c'est mon ambition pour le MEDEF. On monte une commission responsabilité sociale des entreprises, nous montons une commission femmes également. Le MEDEF se veut inclusif. J'ai réussi à faire rentrer dans mon conseil d'administration des personnalités qui au départ me disaient « Ah mais non, mais moi le MEDEF c'est pas du tout mon truc, c'est pas du tout mon image, ça peut se montrer ringard quelquefois ». Et je leur ai dit « Bah si vous venez pas avec moi, comment voulez-vous que je donne une autre image au MEDEF, celle que vous avez envie de percevoir ?» Donc je suis très heureux, on a fait un renouvellement par carte dans le conseil d'administration. J'ai emmené des personnalités nouvelles, il y a des personnalités qui étaient là depuis très longtemps et que je connais super bien, qui sont au service du département, au service des entrepreneurs. Et on a un conseil d'administration fantastique et dans notre département, on a des entrepreneurs resplendissants. Alors pour terminer, parce que le temps passe très très vite et c'est dommage, comment vont les entreprises de la Nièvre? Est-ce que tu es optimiste pour l'avenir? Je suis très optimiste. Cette semaine, j'ai encore reçu 2 jeunes qui avaient des projets d'entreprise, projets qui seront portés par la BGE, par le réseau Entreprendre, par la CCI, par tout cet écosystème. Les jeunes ont envie d'entreprendre, les moins jeunes ont envie d'entreprendre. Nous avons aussi des entrepreneurs qui ont envie de reprendre des entreprises sur le territoire. La question de la reprise d'entreprise est très 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 importante, puisque on est à la fin d'un cycle de baby boomers qui partent tous en retraite. Il faut vraiment l'avoir bien en tête, et il y a des opportunités fantastiques sur le territoire. Donc ce dont on se rend compte, c'est que l'envie d'entreprendre, elle est forte, elle est intense. Maintenant, il y a une courbe des âges qui n'est pas favorable sur notre territoire. Donc on a besoin de faire venir des entrepreneurs, on a besoin d'une immigration forte, faire venir des salariés, on a besoin de main-d'œuvre, on a besoin d'ouverture aux autres sur ce département. Merci Pascal. Merci Isabelle. L'entretien était fort intéressant, tu as des tas de choses à nous dire, il faudrait presque que tu reviennes, mais la prochaine fois j'espère que ce ne sera pas un robot, que ce sera bien toi. Et à bientôt. Isabelle. À bientôt. À bientôt.